Hello, je vous retrouve dans mon petit coin habituel pour ouvrir un nouveau vlog. J'ai dans la tête vlogmas, mais pas du tout. Donc là, nous sommes le lundi 12 janvier. Donc je pense que je vais essayer de faire des petits vlogs peut-être pour pouvoir quand même vous poster 2 vidéos par semaine. Ou essayer, je verrai bien. Bon là, j'ai reçu quelques cartons plus une box que j'ai ouverte. Donc j'ai eu quelques petits trucs quand même. Je voulais vous montrer aussi mes lectures du moment. Sinon, comment dire, la semaine dernière a été... J'espère que toutes les semaines vont pas être comme ça, parce que ça a vraiment été une semaine pourrie. Rien de grave, hein, c'est des choses plus matérielles. Mais voilà, ça fout le moral à zéro, et puis ça aide pas dans la fatigue. Enfin bref, j'avais vraiment pas le moral. Lundi, ça n'a pas été terrible. Mercredi, j'ai pas pu aller bosser parce qu'il y avait de la neige, donc il faut que je récupère mes heures. Et puis, en ce moment... je sais pas comment ça se passe par chez vous, mais ici, ils ont commencé à refaire des grèves au niveau des agriculteurs parce que, voilà, quoi, c'est vrai que la situation devient insoutenable pour eux. Mais du coup, c'est toujours un peu les mêmes qui sont pris en otage, quoi. Donc, je me suis retrouvée, mais j'ai mis un temps fou à aller au boulot vendredi, un temps fou pour revenir. Puis j'ai dû revenir sur mes pas. J'avais regardé, j'utilise l'application Waze. C'était pas noté qui bloquait l'autoroute. Donc, je me suis dit, c'est bon, je peux y aller. Eh ben non, enfin, bref, ça a été épouvantable cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait ouais, samedi matin. Samedi matin, ça a été les corvées ménagères. L'après-midi, ça a été, on a dû aller à des vœux. Voilà, puis dimanche, puis là, mes enfants ont quand même pas mal de travail. Dimanche, j'étais claquée, je n'arrivais plus à rien. Liam devait aller chez un copain, alors c'est pareil, hein, il a eu un devoir à faire en groupe, enfin à 3, ils étaient pour mardi dernier, pour ce lundi, en histoire géo, donc facile. Donc il y a une maman qui s'est proposée pour recevoir les 2 autres enfants chez elle et tout. Mais je sais pas, apparemment le devoir, ils l'auraient eu avant, mais est-ce qu'ils n'avaient pas formé les groupes, j'en sais rien. Mais bon, le mardi pour le lundi, ça fait vachement court. Louis qui me dit, j'ai un devoir de maths, mais t'inquiète pas maman, il est pas difficile. J'ai le dernier devoir de maths qu'on a eu. Il a passé son dimanche après-midi et c'était de la géométrie. Et toutes les 2 minutes, il venait me demander un truc, j'en avais marre. Mon mari est rentré, il l'a aidé parce que j'en ai marre. Je n'ai plus de patience pour faire les devoirs avec eux, c'est horrible. Et en plus, je suis hyper stressée avec l'école parce que la Liam, il a pété sa tablette, donc il n'a pas pu faire les cours en visio mercredi. Puis je suis là, je m'inquiète. Enfin, je m'inquiète tout le temps, je me stresse. Et puis en même temps, j'arrive plus à me mettre avec eux comme avant, à me poser avec eux, faire les devoirs. Et je sais pas, ça me... Je sais pas ce que j'ai. J'arrive pas à me poser. Je suis hyper énervée. Ça, j'ai plus de patience. Et puis ça m'a fait sourire parce que donc il est allé hier avec un autre copain faire les devoirs et la maman, mon mari est allé le conduire, le chercher. Et la maman là-bas, en fait, elle leur a fait des petites pauses entre deux. Elle leur a fait des cookies maison. Et là, vous vous sentez... Déjà que j'avais pas un super moral, vous vous sentez vraiment en dessous de tout, quoi. Vous savez, un peu comme dans ces films ou feuilletons américains où vous voyez la mère américaine parfaite avec le beau brushing, le beau maquillage, qui fait du sport, qui a de super vêtements et tout. Et vous avez la mère à côté qui arrive, qui est toute déglinguée, mal coiffée et tout. Qui a le temps de rien pour... Enfin, qu'elle peut avec ses enfants, mais... Voilà, et là j'avais l'impression, voilà, il y a la maman parfaite. Alors je l'ai pas vue, cette maman. Je me dis tant mieux parce que ça m'aurait encore foutu un coup au moral, je sais pas. Et moi hier j'étais mais une lavette, je n'arrivais à rien. Bon, aujourd'hui ça a l'air d'aller un peu mieux, mais je dis vraiment chier. Bon bref, carrément en dessous, mais bon c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je vais pas vous parler des lectures que j'ai déjà faites, de toute façon ça va prendre 3 plombes. Hier déjà c'est sans plus, je voulais regarder Dune 2. Ouais, moi je suis encore adepte du DVD, puisque je suis inscrite qu'à Amazon Prime en chaîne en fait. Donc comme j'ai pas trop le temps de regarder la télé, c'est pas la peine que je m'abonne à Netflix. Je serais très tentée par Netflix, hein, mais j'ai pas le temps de regarder. Déjà Amazon Prime, j'y arrive pas. Et donc, ouais, je voulais... Et c'est un emprunt Mediatek, et là, voilà, faut que je le rende. Donc, je ne sais pas, faut que je le regarde. Donc, j'ai réussi quand même à le regarder hier. Parce qu'il dure quand même 2 heures, hein, ce beau bébé, peut-être même plus, je sais plus exactement. Combien de temps il dure? 2 heures.
Non, un petit 2 heures, ouais. 1h59, ouais, exact. Et j'ai bien aimé. Alors c'est vrai qu'il y a de très beaux... J'avais vu le premier au cinéma. C'est vrai qu'il y a de très beaux paysages, mais c'est assez contemplatif en même temps, puis c'est surtout très mystique, hein. Il y a beaucoup de trucs, un peu de religion, avec les Bene Gesserit, là, ces femmes qui ont des pouvoirs, avec Paul Atreides qui, voilà, qui serait un messie. Enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est pas mal, et ça finit sur un cliffhanger. Bon, voilà, il manque le 3 sort cette année, je sais plus quand exactement, je sais pas si j'aurai l'occasion d'aller voir au cinéma, mais ce serait pas mal quand même. Je sais pas combien il y en a de prévus en tout, parce que je sais que le premier qui est sorti au cinéma, ça faisait même pas le premier tome de livre, donc bon. Là, j'aurais très envie de lire les livres, mais j'ai pas le temps. Sinon, aujourd'hui, je commence, j'ai lu que quelques pages, hein, le tome 2 de L'Aube de la Nuit de Peter F. Hamilton. C'est des éditions comme ça, tout argentées, là, ou dorées, chez Bragelonne, que j'avais reçu en service de presse, que je n'avais toujours pas lu. Et là, je les lis en lecture commune avec Marine du compte Sweet Shelf sur Instagram. Elle voulait les lire, j'ai vu en story, je dis ouais, ok, on est que deux, mais quand ça, on se pousse un petit peu d'une note, parce que c'est des beaux bébés, hein, ils font, ouais, il a fait encore plus de 700 pages, l'autre il en faisait peut-être à peine 700. Et puis c'est de la SF assez costaud, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de lieux. Là, j'ai commencé quelques pages, il y a encore des nouveaux personnages qui arrivent, donc c'est quand même assez dense. Mais c'est franchement pas mal du tout. On était content d'avoir lu la suite, et bon, j'étais contente qu'elle veuille lire la suite. Elle aimerait bien en lire un par mois, en fait. Là, il y a 4 tomes qui sont sortis en tout. Donc je crois qu'il y en a 6 ou 7 de prévus. Donc c'est pas mal, quoi. Ça ferait un bon petit rythme. Et puis j'ai reçu de la part des éditions Nathan Flamme and Fury, Gagner ou mourir de Michaela Bridge. Voilà, donc je pense que je vais le commencer quand j'aurai lu. Là, on a fait le découpage, on va lire un chapitre. En fait, on va le lire sur plus d'une semaine, hein, parce que sinon, après, c'est... Ouais, c'est trop. C'est bien comme ça fait à peu près 70-80 pages, je pense. Et c'est très bien, je trouve, c'est très bien. C'est, voilà, faut pas que ce soit trop... Faut pas trop de grosses coupures non plus pour bien tout retenir, mais c'est très bien comme ça. Et du coup, celui-ci, je me dis, bon, ben voilà, ça va être du young adulte, donc ça va être plus sympa. Il est sorti le 7, hein, déjà, celui-ci, mais je l'ai reçu que jeudi ou vendredi. Enfin, je l'ai reçu très rapidement quand même, parce que j'avais refait une demande auprès de Nathan, et voilà. Donc, je vous ai même pas lu le résumé. Kelvara le sait, les courses de Phoenix sont un sport aussi profitable que mortel. Quand elle perd 2 membres de son équipe, les hurleurs, elle est au bord du désespoir. Afin de remporter le Grand Prix, il ne lui reste qu'une solution, s'allier au seul cavalier capable de l'aider, l'arrogant et impulsif Warren Coopers. Contre toute attente, la chimie qui naît entre eux attire l'attention du Magna Christo. Du Magna, non, du Mania, oh, je sais plus. Il propose de parrainer les hurleurs à la seule condition que l'équipe remporte toutes les compétitions, mais en acceptant qu'elle découvre l'existence d'un projet menaçant ceux qui lui sont chers, à commencer par sa phénix, sa Vita. Ouais, donc normalement c'est un one shot en plus, donc ça c'est super, parce que c'est vrai qu'on commence 1001 sagas et on n'en termine jamais, donc ça c'est très bien. Donc ça va être mes lectures de ce soir. J'ai reçu aussi, alors ça je ne m'y attendais plus, parce que j'avais fait une demande sur le compte de Gulfstream, hein, ils font des partenariats ponctuels, et j'ai pas eu de réponse. D'habitude ils disent, même si c'est négatif, ils envoient une réponse. J'ai vu que certaines personnes avaient reçu la box, donc bon bah je l'ai pas reçu, puis en fait bah si. Je l'ai reçu, donc je suis très contente. Bon, j'ai un petit peu scratché la boîte, comme d'habitude, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Ils s'emmerdent à faire des belles boîtes, et moi, je scratche tout. Donc, on a un petit mot, voilà, sur les légendaires tours de passe. On a aussi un petit, voilà, un petit encart comme ça. Et il y a le marque-page avec le résumé du livre juste derrière, qui est pas mal du tout. Et puis, on a, ne pas les casser, ne pas les casser. Ah là là, Caroline. Voilà, et puis on avait quelques petits accessoires là-dedans. Je vais vous les montrer. Moi, j'ai eu une petite horloge comme ça. Alors, je sais pas comment pour l'accrocher. Je sais pas trop. On dirait un bouton, en fait. C'est ça, je suis en train de chercher. Ça me fait penser à un bouton. C'est rigolo comme bouton, ceci dit. Un loup, qui est un pins. Et puis moi, j'ai eu deux... ah bah, c'est à coller en plus. 2 seaux comme ça. Vous voyez pas grand chose là, je me doute. Donc un envoi très sympa et auquel je ne m'attendais pas. Je me suis dit bah c'est tout, c'est foutu, mais c'est. Je me suis dit ils m'ont pas envoyé de mots pour dire que c'était négatif, parce que bon avec
Voilà, la reprise, tout ça, tout le monde est en train de courir dans tous les sens. Et je vous montre le bébé qui s'appelle La brume sous les tours, tome 1, Les flammes illusoires. Donc c'est de Sandy Bizot-Zero. Voilà, avec encore un superbe travail de jaspage. Et puis à l'intérieur aussi, j'adore. Il est vraiment magnifique. J'adore ce qu'ils font chez Gulfstream. Bon, le problème, c'est qu'à chaque fois, je commence des sagas chez eux et j'en termine aucune. Donc ça, c'est pas très cool. Mais bon, je vous lis le petit résumé. Enfin, au sein des tours, chaque élève ignore l'identité de ses parents et ne peut espérer la découvrir qu'en devenant un illusionniste prestigieux. Lorsque la reine Althea renvoie son illusionniste royal, Effet ne désire alors plus qu'une chose, lui succéder. C'est en effet là l'occasion d'être reconnue par la gardienne d'Elgar, dont elle sait secrètement être la fille. Et c'est aussi endosser un rôle clé dans le fragile équilibre entre humain et illusionniste. Hélas, cette haute fonction convoitée par l'élite des disciples dont fait partie Vive, sa meilleure amie. Rivaliser avec elle relève de l'impossible, sauf à braver un interdit, plongée dans une brume d'irréalité. Mais Effet a-t-elle le choix pour atteindre le but qu'elle s'est fixé? Ce qu'elle ignore malgré les mises en garde de Jared, insondable ami des deux compétitrices, c'est que le pouvoir qui nourrit ses ambitions a un prix. Derrière l'éclat des illusions sommeille une brume dangereuse capable de consumer leurs esprits, briser leurs liens et compromettre la paix. Enfin, il est très beau. Ils soignent toujours leur envoi, hein, la boîte est très belle, mais comme ça dans le vous avez encore... Donc, c'est vraiment de très belles box. Bon, je vais essayer de tout remettre sans rien casser, abîmer, déchirer, etc. Et puis, je vais commencer à ouvrir mes petits paquets. Bon, celui-ci, j'ai vu le nom de la maison d'édition. Donc, par contre, je ne sais pas lequel ils envoient. Ils ont déjà renvoyé le listing pour les 2 prochains mois, pour février-mars. Ils disent, bah, là, janvier, ça arrive tout doucement, mais je pense que c'est pareil. Je pense que tout le monde reprend le boulot, que c'est compliqué. Alors, c'est chez Syros, pardon, et c'est l'agence Mouche et la Dame à la licorne, l'affaire des copies du musée de Claudine Aubrin. C'est la collection Luni de chez Syros, donc c'est plus de la jeunesse. Alors, il sort quand le 22 janvier, il sort très bientôt. Ouais, très cool. Alors, je pense que, voilà, il y a plusieurs épisodes. Ouais, il y en a déjà 4 de sortie, c'est le 5e. Bon, j'ai voulu essayer et je vous avoue que je l'ai pris aussi parce que j'aimerais le lire avec mes enfants. Voilà, ce serait sympa qu'on se case un petit temps pour pouvoir lire tranquillement ensemble. Alors, c'est des enquêtes palpitantes au cœur de notre histoire. Paris 1882, c'est la catastrophe. 6 œuvres du musée du Moyen-Âge ont été volées et remplacées par des copies. Pile au moment où tout Paris se bouscule pour découvrir les célèbres tapisseries de la Dame à la licorne. Jeannette et Pierre, les détectives de l'agence Mouche, ont jusqu'à minuit pour identifier les œuvres copiées et confondre le coupable. Bon, ça devrait... Alors oui, c'est sûr que ça devrait se lire très vite. Il y a déjà 4 tomes de sortie. C'est pas mal. Bon, il y a 157 pages, mais vous voyez, c'est très aéré, évidemment. C'est à partir de 8 ans. Donc ouais, j'aimerais bien les lire avec eux. Et puis je me dis aussi que si c'est pas mal, je les commanderai peut-être aussi pour la bibliothèque où je bosse. Ça pourrait plaire aussi, je pense, ce genre de roman. Donc ce serait parfait. Ce serait l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Ensuite, j'ai un colis. Alors je pense savoir ce que c'est. Désolée pour le bruit. Je pense savoir ce que c'est. Oui. Un beau papier comme ça. Je l'attendais, j'avais pas encore reçu. Oh, il y a quelque chose avec en plus. Oh là là, oui. Ah bah là aussi, ils font des petits pins. C'est le nom de la BD. Là, c'est quoi? Il y a un petit mot et là, il y a... Oh, c'est beau ça. Waouh. Mais c'est super, c'est un marque-page, enfin c'est un marque-page, mais il est tout brillant, on dirait une photo. Alors vous voyez pas grand-chose évidemment, la lumière est pourrie, j'ai dû remettre la lumière électrique parce qu'il pleut. Voilà, et c'est le tombeau de la comète. Alors c'est de Élodie Portela-Vidal et de Quentin Rigaud, donc c'est chez Dargaud mais au label Combo. Vous avez dit, j'étais un nouveau partenaire cette année. Ah, il me tardait de le recevoir celui-ci parce que j'adore la créature, je sais pas ce que ça représente mais j'adore. C'est pareil, je la trouve très particulier. Est-ce qu'on va parler d'attaque extraterrestre? Je sais pas trop. Bon, il y a pas mal du tout à l'intérieur. J'aime bien parce qu'ils ont toujours, c'est assez coloré et en même temps épuré, je trouve, leur ligne éditoriale, je trouve, dans ce label-là. Enfin, c'est Young Adult. Une comète mystérieuse s'est abattue sur la Terre, altérant à jamais le monde. Les humains ont péri dans leur majorité,
pétrifiés sur place ou décimés par les animaux devenus chimériques et géants. Ah bah c'est ça la créature qu'on voit. Ceux qui ont survécu se sont découverts le nouveau don de façonner d'immenses armures de métal. 40 ans plus tard, un groupe d'humains mené par Mélisande, Pélagie, Sélène, Rufine et son petit-fils Ours est contraint de parcourir ce monde hostile à la recherche d'un nouveau foyer. De cette fuite va naître une quête inattendue pour comprendre enfin ce message tombé du ciel. Ah par contre, je ne sais pas si c'est un tome 1 ou un tome 2. Le jour j'en ai lu un, j'ai ah merde, c'est un tome 1. Je ne veux pas trop me spoiler, il y a vraiment de très 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 belles images. J'en ai vu une là qui est... C'est vraiment très beau je trouve. Magnifique. Et puis alors ça c'est un colis d'achat, ça c'est Momox. Ah, mais j'avais pris, mais comme je suis en haut, j'ai pas eu le courage de redescendre chercher les ciseaux en bas. Donc voilà, j'ai mes super petits ciseaux de couture. Alors le carton en plus il a pris l'eau, donc ouais, il est un peu en souffrance le carton. J'espère que les livres n'ont pas pris l'eau. Donc là c'est une commande Momox puisque j'ai eu, bah ils font des soldes. Et puis comme c'était mon anniversaire le 4 janvier, bah évidemment j'ai un truc supplémentaire. Donc autant vous dire que je me suis fait plaisir. Voilà. Donc je me suis acheté, je savais pas que c'était en poche par contre, voilà, Terreur à Smoke Hollow, c'est la série de Catherine Arden, je crois qu'il y a 4 tomes en tout, et je me suis dit, voilà, à chaque fois je les emprunte, et puis j'ai pas le temps de les lire, donc je les rends, enfin à la médiathèque, j'ai réemprunte, j'en ai un, donc je me suis dit, je vais acheter au moins le tome 1 des séries qui m'intéressent, et puis je me suis trompée, j'avais acheté le tome 2 au lieu du tome 1, voilà, donc là c'est fait, je pensais pas qu'il était, pourtant je l'ai en version, enfin celui de la bibliothèque en grand format, mais je me souvenais pas qu'il était aussi fin. Voilà, on va suivre je ne sais plus en quelle classe ils sont, 11 ans, voilà, les héros de 11 ans qui vont se retrouver toujours face à des choses paranormales et extraordinaires. Oh, bah celui-là, mon Dieu, j'ai failli racheter le... J'ai failli le racheter sur un autre site, heureusement que je ne l'ai pas acheté. Je sais même plus ce que je fais. J'ai pris Rosewater, c'est pareil, c'est en plusieurs parties. Donc je me suis dit, je me prends le tome 1. Comme ça, je rends, voilà, je rends ce que j'ai emprunté à la médiathèque pour trier aussi les livres. Et puis comme ça, je sais que je les ai ici. C'est de Ted Thompson. Ça a reçu le prix Arthur C. Clarke aux éditions J'ai lu. Alors, Nigeria 2066, la ville de Rosewater a poussé comme un champignon autour d'un biodôme extraterrestre apparu quelques années plus tôt et qui suscite de nombreuses interrogations parmi la communauté internationale. Les habitants de Rosewater se fichent bien du comment et du pourquoi tant que le dôme continue de dispenser ses guérisons miraculeuses lors de son ouverture annuelle. Agent de répression de la cyberfraude, Karou travaille secrètement pour le S45, une officine d'État chargée de missions plus ou moins discrètes qu'elle a recrutée en raison de ses pouvoirs psychiques. Et aujourd'hui, ses talents font de lui une cible. Donc on est encore dans de la SF. Celui-ci c'est pareil, c'est un moment où je le voulais, donc je l'ai pris aussi. C'est Eux au livre de poche de Kay Dick. Ce sont la mort d'un chien, des bruits de pas étouffés, la confiscation de livres pour commencer. Ensuite, le sac de la National Gallery vidé de ses œuvres. Puis viennent les miradors érigés pour surveiller les côtes et des hommes armés qui parcourent les campagnes en détruisant chaque œuvre d'art qu'ils dénichent et ceux qui cherchent à les protéger. Ils capturent les dissidents, les écrivains, les peintres, les musiciens, les célibataires et les couples sans enfants. Cool. Lors de vastes rafles, ils veulent purger la société des personnalités subversives. Waouh, il fait peur, mais il n'est pas sans rappeler un petit peu aussi notre époque. Alors oui, empire, mais quand même. Ça a été publié pour la première fois en 1977 en Grande-Bretagne. Il a longtemps été épuisé. Ce roman d'anticipation intense, terrifiant, de pertinence, interroge sur l'avenir de la création de l'expression individuelle. Ouais, les œuvres d'art, aller jusqu'à rafler les célibataires et les gens sans enfants. Il est court aussi, hein, mais il promet d'être pas mal du tout celui-là. Waouh, ouais, c'est... ah oui, celui-ci, ça fait des années que je veux le lire. Et c'est Le rire du grand blessé de Cécile Coulon. Là, je ne me souviens pas qu'il était si fin aussi. Et pendant un moment, impossible de retrouver le titre du livre et le nom de l'auteur. J'ai été des années et puis je l'ai retrouvé. J'ai fait des recherches sur Internet. Je me souvenais du résumé et tout. Et pareil, je l'ai emprunté à la médiathèque, puis j'ai jamais le temps de le lire, donc une fois je l'ai pris. En fait, alors je vais essayer de vous enlever l'étiquette pour faire le résumé, ça va être plus simple. On est pareil, on est dans une société futuriste assez glaçante. Devenir agent est la seule échappatoire pour les oubliés de la société. Une condition, être analphabète. Une particularité indispensable pour remplir le rôle de garde-fou d'une population droguée aux livres autorisés lors des manifestations à haut risque. 1075 est le meilleur d'entre eux. Froid et dur, il se dévoue
corps et âme à sa fonction, jusqu'au jour où il croise la route d'une institutrice. Oui, c'est ça en fait, ceux qui... Ils élisent, ou je ne sais plus comment ils font, mais ils mettent à la tête de l'État quelqu'un, mais il faut qu'il soit analphabète, c'est-à-dire qu'il ne sache pas lire. Voilà, il y a encore une interdiction au niveau des livres qui... ouais, il y a longtemps que je lis, il n'est pas récent ce livre, hein, mais... bon, celui-ci c'est pareil, je l'ai pris parce que j'en ai marre de le prendre et de le rendre et de le remettre. Il est en bon état, en plus très bon état. C'est The Girl with No Soul de Morgan Owen, c'est chez La Martinière Jeunesse. Là aussi, on va parler de dictature, décidément. À Providence, la dictature de l'ordre est totale. L'âme de chaque citoyen est scrutée, contrôlée, et gare à celles qui s'écartent du droit chemin. Elles sont aussitôt reprogrammées. Iris, elle, ne possède pas d'âme. Elle est vide. Si cela lui permet d'échapper à la vigilance des inspecteurs, c'est aussi ce qui l'empêche d'éprouver des sentiments et de se souvenir de son passé. Pourtant, au contact d'un bijou appartenant à une riche famille au pouvoir, son étincelle, l'une des 5 composantes de son âme, se réveille. Des sentiments qu'elle pensait ne jamais éprouver surgissent et avec eux un désir irrésistible de découvrir d'où elle vient. Bon, évidemment, ça donne vachement envie. Quand je lis le résumé, je sais pourquoi je le voulais, il était resté sur ma wishlist. Encore une fois, il va être dans une dictature où là, on parle d'âme. Alors celui-ci, oui, celui-ci me tentait beaucoup aussi. Ils sont en super bon état. Hein. Franchement, la Momox, les poches sont un peu plus abîmées, mais bon, voilà, c'est des poches. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, hein. Ils sont vraiment en bon état. Hein. C'est Luminaris tome 1, l'épreuve des 7 clans de Suzanne Denard. C'est encore une fois chez La Martinière Fiction. Nos clans, nous... Bon, le problème, ce sont les grosses étiquettes. Pour faire les résumés, c'est pas... Cela, il faudrait que je vous lise la phrase d'accroche quand même qui est dessus. Ah, c'est un métier. Hein. Nos clans nous définissent plus que nos propres familles. Cette maxime... Personne ne la connaît mieux que Winnie Wednesday, qui rêve de réintégrer son clan au sein des Luminaries. Depuis la trahison de son père, la jeune fille et ses proches vivent en marge des 7 familles chargées de protéger la ville et le reste du monde des monstres qui peuplent les bois d'Hemlock Falls. Pour restaurer l'honneur de son nom, Winnie décide de participer clandestinement aux 3 épreuves initiatiques qui pourront faire d'elle une chasseuse Luminari. Mais elle ne pourra pas survivre seule. Winnie demande donc de l'aide au chasseur le plus prometteur de sa génération, Jay Friday, qui n'est autre que son ex-meilleur ami. Et rapidement, les complices vont découvrir que dans les bois, les monstres ne sont pas toujours ce que l'on croit. Bon, vous comprenez pourquoi j'ai mis. Alors déjà, la couverture, je la trouve superbe. Et voilà, ça se passe aussi dans les bois, donc je ne vais pas passer à côté. Bon, j'ai enlevé l'étiquette là pendant qu'elle est en train de se barrer. C'est le mieux. Ah oui, alors celui-là, c'est pareil. Je ne fais que l'emprunter, le rendre. Donc, je l'ai pris aussi. C'est un tome 1 aussi. C'est Three Dark Crowns de Kender Black. Donc, c'est chez Léa dans leur collection magique en poche. Je peux jamais vous lire le résumé. J'ai toujours les grosses étiquettes en plein dessus. C'est génial. Puis là, celle-là, elle est dure à enlever. Des fois, ça s'enlève bien du livre. Alors, des fois, ça reste bien accroché. Et ça, c'est un peu casse-pied. On va pas se mentir. Oh là, ouais, je suis en train d'étaler l'étiquette partout, c'est super. Bref, à chaque génération sur l'île de Fenburn, des triplées filles voient le jour. 3 reines, toutes héritières légitimes de la couronne et chacune détentrice d'une magie convoitée. Mirabella est une puissante élémentaire qui a le don d'allumer des flammes affamées ou de déclencher des tempêtes vicieuses. Katharine est une empoisonneuse, capable d'ingérer les poisons les plus mortels sans en subir les effets. Arsinoé, une naturaliste, a la capacité, dit-on, de couvrir les arbres de fruits et de contrôler les animaux les plus féroces. Mais pour obtenir le trône, la naissance ne suffit pas. Le pouvoir se gagne au prix du sang. La nuit où les 3 sœurs atteignent leurs 16 ans, les hostilités sont lancées. Elles ont 1 an pour s'entretuer. De cet affrontement à mort, une seule sortira vivante et emportera la couronne. Donc je pense qu'il y a 3 tomes. Hein. Je sais qu'il y a One Dark Throne aussi. Mais voilà, j'avoue que le pitch me tentait bien. Celui-ci, bon, je le voulais depuis un moment. C'est pareil, comme il est assez gros, je me suis dit, comme ça au moins je le lirai quand je voudrais. Alors, il est sorti, bon, je vais vous montrer, c'est Zephyr Alabama de Robert McCammon. Alors, il était, là c'est aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, il est sorti sous le titre, peut-être chez Pocket Terror, Le mystère du lac. Et là, j'ai vu sur la bourse aux livres, peut-être même chez Momox ou Recycle Livre, il est revendu voilà, dans ces vieilles éditions, du coup moins cher. Moi j'ai pris celle-là parce que j'avoue que j'apprécie de plus en plus mon petit confort de lecture avec des lettres un peu plus, même si là ça reste petit, donc je vous laisse imaginer dans les anciennes collections. Et ça se présente comme ça. C'est assez marrant. Voilà, il y a longtemps que je veux le lire, je fais que ça de le rendre. J'aimerais bien trouver aussi Watership Down comme ça aussi, pas trop cher.
Alors, Zephyr, dans l'Alabama, est une ville idyllique pour Cory Mackenson, 11 ans. La vie est simple, et si parfois les comètes zèbrent son ciel, c'est un incroyable terrain de jeu. Un matin, malheureusement, Cory et son père sont témoins d'un accident. Une voiture finit dans les eaux sombres du lac. Malgré une tentative de sauvetage, le conducteur plongera dans les profondeurs et le père de Cory dans l'horreur. Alors que le jeune garçon s'efforce de comprendre le mal qui les tourmente, ses yeux s'ouvrent sur les forces qui l'entourent. D'une sorcière qui entend les morts et envoûte les vivants, à un clan qui agit à la pleine lune, en passant par un monstre marin, Cory va affronter les secrets qui se cachent dans l'ombre de sa ville natale, car la santé des siens et sa propre vie sont en jeu. Donc, je ne sais pas si on est dans du réalisme magique ou autre, mais c'est voilà, d'un accident. Ouais, d'un accident. En fait, apparemment, il y a plein de choses qui vont se déclencher et cet enfant va découvrir des choses assez mystérieuses, encore une fois, dans le paranormal. Le crépuscule des urnes, voilà, c'est pareil, ça fait plusieurs fois que je le veux, donc c'est beaucoup des tomes 1. Voilà, comme ça, je pourrais les lire quand je veux. Donc ça, c'est de Arnaud Druel. Oh, ça me dit quelque chose. J'ai pas lu un autre livre de lui. Ah, j'aime beaucoup la couverture, mais voilà. J'en ai beaucoup entendu parler, il paraît qu'il est génial ce roman. C'est chez Gulfstream, bah oui, évidemment. Alors, le résumé. Donc c'est le livre 1, le dernier fragment. Pays de Galles, septembre 1866. Entre préjugés et légendes anciennes, l'arrivée d'un groupe de tziganes dans leur village suscite la méfiance des habitants d'Aberhay. Pourtant, Jane, une orpheline de 14 ans, ne partage pas leurs craintes et sympathise avec Asko. Asko, c'est un adolescent à l'aura captivante. En pleine nuit, la cartomancienne du clan leur révèle que des ombres menacent de s'abattre sur le monde des humains, le plongeant ainsi dans le chaos. La clé pour déjouer cette terrible prédiction semble être le frère de Jane, disparu 10 ans plus tôt. Commence alors une dangereuse quête à travers les landes embrumées du pays gallois. Mais les mystérieuses Urmes rivalisent de puissance et déchaînent leur pouvoir afin que s'accomplisse ce qui était écrit. C'est très, très très chouette. Voilà. J'en avais beaucoup entendu parler. Je crois que c'était au moment du PLIB, quand il y avait encore le prix de littérature sur l'imaginaire. Et voilà, j'avais toujours dit de le lire aussi. Je ne sais plus en combien de parties il est, 2 ou 3. Donc je suis, je suis super contente. Voilà. Et voilà, j'ai vidé mon carton. Je vais pouvoir vous laisser tranquille ici. Du coup, ça fait presque déjà une demi-heure. Maintenant, je vais aller noter toutes ces réceptions parce que je note tout sur un cahier. Et puis, si j'ai le temps, ça va dépendre de l'heure, je vais peut-être essayer de faire un carton aussi de livres à vendre. Voilà, j'en ai déjà fait 2 pour mon Mox. Là, je vais essayer d'en faire un parce que ça traîne dans la chambre d'un de mes loulous, donc je vais essayer de faire ça en même temps. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous retrouve, je sais pas trop quand. Allez, bye bye. Hello, on se retrouve déjà pour le jour 2 de ce vlog. Bon, je pense que je vais le faire que sur 2 jours, pas qu'il soit trop long. Bon, j'ai encore reçu des paquets, mais je pense que je les ouvrirai pour une autre vidéo parce que sinon ça va faire beaucoup de choses. Sinon, j'ai commencé L'Aube de la nuit. Je ne l'ai pas avec moi. Là, c'est le tome 1 que je vous montre, mais c'est le tome 2 que j'ai commencé. Bon, je lu qu'un chapitre, donc il faut que je me remette un petit peu dans le bain parce que... Ouais, ouais, il a fallu... J'ai eu du mal à raccrocher les wagons. J'en parlais avec Marine, avec qui je fais la lecture commune. C'est vrai que... Alors, il faut se remettre dedans. C'est vrai que... Elle a déjà eu le chapitre 2, elle dit ça va mieux. C'est vrai que j'ai lu quelques pages ce matin du chapitre 2. C'est vrai que ça a l'air d'être un petit peu plus... On retrouve un personnage bien connu du tome 1, donc ça a l'air un petit peu plus simple à suivre. Donc j'irai bien ce soir. J'ai commencé Flamme and Fury. Aussi, j'ai lu une centaine de pages de chez Nathan, que j'ai reçu en service de presse. Et ça se lit très bien. On est dans un monde, en fait, qui est... où il y a des phénix, mais qui est en même temps
très développé technologiquement, enfin, qui ressemble au nôtre en fait, hein. Il y a 4 îles qui forment ce monde, et puis bah, vous avez la technologie, c'est-à-dire que vous avez des voitures motorisées, vous avez des ordinateurs, vous avez la télé, vous avez les médias, vous avez tout. La seule différence, c'est que sur une île en particulier, il y a des phénix qui y vivent, et les humains ont été plus ou moins obligés de les dresser, de leur mettre des colliers pour pouvoir continuer à vivre sur cette île, puisque sinon, bah, comme des dragons, ils crachent du feu et ils détruiraient toute l'île. Mais ils s'en servent aussi, hein, c'est une association, mais qui tient les rênes du pouvoir de cette île, qui a organisé des concours, des courses de phénix. Voilà, donc vous avez plusieurs races de phénix qui sont expliquées. Et puis on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une course. Et chaque phénix a son équipe en fait, hein. Ça m'a vraiment fait penser à de la Formule 1, parce que il y a le phénix, il y a le ou la cavalière, enfin le cavalier ou la cavalière, il y a le technicien, il y a le dresseur ou la dresseuse. Alors là, on va suivre une dresseuse qui s'appelle Kel, qui est très proche de son phénix, enfin qui est une femelle qui s'appelle Savina. Et on peut avoir aussi quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est sponsor et médias. Et ils perdent la course et c'est assez brutal, puisque leur cavalière meurt. Et voilà, qu'elle se retrouve vraiment dans le bras-brin, parce que la ferme de son père est criblée de dettes et elle espérait gagner un peu d'argent avec cette course, elle n'en gagne pas. Et puis elle perd en plus sa cavalière, même s'il n'y a pas longtemps qu'elle travaillait avec eux, c'est quand même voilà, une perte terrible. Et vous avez de l'autre côté Cooper, qui est lui aussi cavalier, mais qui est une tête brûlée. Voilà, donc tous les deux ne peuvent pas se piffrer de toute façon, mais ils vont devoir faire équipe, parce que Cooper vient encore de se faire virer de son équipe parce qu'il prend trop de risques. Même si là il a gagné la course, il prend trop de risques. Il est toujours accompagné de son frère qui s'occupe de tout ce qui est médias, sponsors, tout ça. Et voilà, et en plus Kel perd aussi son technicien qui est accepté dans une université, donc qui arrête tout. Voilà, donc il n'y a plus que elle, son phénix, et puis la personne qui s'occupe oui c'est ça, il y a une personne qui s'occupe de la stratégie aussi. J'avais oublié. Voilà, et donc ils sont plus ou moins obligés de faire équipe, il va se passer plusieurs choses. Et un homme très riche, Christo, leur propose de devenir leur sponsor. Alors pour eux, bah, ça va être le moyen de se retirer de ces merdes financières. Alors, Cooper a du mal avec ce gars, Kel aussi, parce qu'il donne de l'argent à cette association de course de phénix qui capture des phénix, pas seulement pour les entraîner pour des courses, mais aussi pour les dresser, pour les ausculter, enfin voilà, ouais, les ausculter, c'est pas le bon mot, mais pour voir comment ils vivent, puis surtout ils détruisent leur habitat naturel, donc voilà, elle est un petit peu embêtée, mais en même temps elle a fortement besoin d'argent. En plus, il y a des volières pour les phénix, donc c'est des trucs immenses qui coûtent beaucoup d'argent. Et puis il va encore arriver d'autres choses qui font que bon, ils vont devoir s'associer. Voilà, j'en suis à une centaine de pages, il y en a un peu plus de 400, donc voilà, ça se dévore très bien. Mais je voulais surtout vous parler de cette petite pépite que j'ai reçue hier, tout juste hier, que j'ai commencé à lire. Et je commence à feuilleter, à lire, et en fait, j'étais vraiment prise dedans, donc je l'ai dévoré. Je vous avais montré la photo. Alors en fait, vous savez, ça fait voilà, cet effet-là. On voit le robot, et comme ça. J'ai franchement vraiment une petite pépite. Les choses sont... Alors, c'est un peu mystérieux, hein, sur le coup, on se dit, voilà, j'ai du mal à tout comprendre. Faut avancer dans l'histoire. Donc, en fait, on voit qu'au tout début, souvent, c'est ce qui s'est passé dans l'ancien temps, avant l'arrivée de la comète, est raconté un peu sous forme de fresque. Ça fait très médiéval, ça fait penser à des tapisseries médiévales. Et en fait, le monde d'avant... Alors, je me suis dit, bah, vu comment ils sont habillés après, je me suis dit, les êtres humains sont retombés un petit peu comme au Moyen-Âge. Mais non, la comète, dans ce graphique, est tombée à l'époque du Moyen-Âge. Là, c'est bien le Moyen-Âge, on voit la chute de la comète. Et en fait, dans son sillage, elle a évidemment entraîné beaucoup de destruction, de mort. Mais elle a aussi transformé beaucoup de créatures en chimères géantes.
très dangereuse pour les humains. Et les humains, pour se protéger, ont créé des armures. Parce que certains humains, au contact avec le passage de la comète, puis parfois au contact de morceaux de comète, développent des dons. Et grâce à ces dons, ils peuvent former des armures. Alors il faut qu'ils soient 3 pour former une armure. Il y a, c'est pour ça que je ne sais pas si je l'ai encore ici. Oui, il est là. En fait, j'ai eu ce petit pins hier, et en fait, ça représente, il faut le cœur, le sang et la peau. Voilà, donc moi, j'ai la peau. Voilà, il faut 3 personnes qui maîtrisent ces pouvoirs pour pouvoir faire bouger une armure. Alors, il faut d'abord, alors la peau, la personne qui possède ce pouvoir construit l'armure. Le cœur est la personne qui va réussir à faire bouger l'armure, à lui donner vie. Et le sang, c'est la personne qui va créer des armes pour lutter contre les chimères. Et là, on a une éclaireuse qui revient dans une communauté. D'ailleurs, j'ai remarqué, c'est pas vraiment expliqué pourquoi, mais il y a quasiment que des femmes dans cette communauté, où les seuls hommes qu'on va dire sont des très jeunes hommes, des ados. Et là, on a cette éclaireuse qui revient d'un village. Le village a été détruit par une chimère. Par peur d'être détruit aussi par cette chimère, ils décident de quitter leur habitat. Ils vivent dans des grottes. Mais pour ça, ils ont besoin de créer une armure, sauf qu'ils n'ont plus de personne de peau. Donc, ils sont 3 à passer un test. C'est-à-dire qu'on leur souffle au visage des morceaux de la comète. C'est très violent parce que voilà, il n'y a qu'une personne sur 3 qui réussit, les 2 autres, voilà. Et d'ailleurs, tout au long de leur périple, il y a beaucoup d'humains qui meurent quand même. Hein. C'est quand même assez violent. Et voilà, donc Pélagie, qui en fait était une musicienne, devient la peau et elle permet de construire cette armure. Ils partent avec 3 armures, je crois, à la base. Voilà, ils partent dans un périple. Alors, ils vont rencontrer évidemment des chimères, il va y avoir des combats, il va y avoir des morts. On va découvrir de plus en plus les 4 personnages principaux. Donc il y a Pélagie qui s'occupe de la peau. Le cœur, c'est... je ne sais plus le nom. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et le sang, c'est Mélissande. Mélissande qui voudrait retourner au monde d'avant, qui regrette le monde d'avant, qui est en colère tout le temps, qui a une rage terrible. Et puis on a aussi Ours, qui est le petit-fils de celle qui représente le cœur, voilà, qui lui est un éclaireur. Voilà, c'est leur périple, donc ils vont rencontrer d'autres personnes, et puis il y a un moment, ils vont se poser des questions. C'est aussi une quête initiatique en fait, ils vont se poser pas mal de questions sur pourquoi cette comète, qu'est-ce qu'elle a changé dans notre vie, est-ce que il serait pas bon de se dire que bah oui, le monde a changé, il faut l'accepter à un moment, il faut aller de l'avant, il faut laisser un peu couler et voir ce que la comète a pu apporter aussi. Peut-être que ce n'est pas que négatif. C'est vrai que les chimères, alors elles sont très dangereuses, et là on en voit une, donc c'est vrai qu'elle est particulièrement inquiétante. Mais on découvre aussi, c'est vrai qu'ils rencontrent une autre communauté, et on se rend compte que même les plantes, il y a un combat entre une armure et une chimère. On se rend compte que même les plantes, les fruits, les légumes ont aussi changé au contact de la comète, mais qu'ils restent encore comestibles. Donc, c'est pas forcément que mauvais. Et c'est vrai que celle qui représente le cœur, dont je n'arrive pas à retrouver le nom, elle se pose des questions sur le changement. Alors, ce sont déjà le cœur et le sang, Mélissande, sont déjà des femmes plus âgées. Pélagie, elle doit avoir dans les 30-40 ans, je pense. Puis Ours, c'est un jeune ado. Et voilà, il y a des images vraiment très très belles. Et ils finissent par se poser la question de savoir que voilà, ces chimères sont très belles en fait. Elles sont très belles. Donc, est-ce que c'est vraiment mauvais? Je vous dis encore une fois, est-ce qu'il ne faut pas accepter le changement? Donc, ils décident tous les 4 ces personnages de continuer aussi une sorte de périple, voilà, pour trouver le cratère où s'est crachée la comète. Et pour savoir, en fait, je crois que c'est un besoin humain aussi de savoir ce qu'il en est ce qu'est vraiment cette comète, ce qu'elle a apporté comme changement, et est-ce qu'à un moment, effectivement, il ne faut pas accepter les choses, voir le bon côté des choses, voir ce qui a pu être changé. Et c'est vraiment un très bel album. C'est très beau parce que ça parle de la nature humaine, ça parle du changement, ça parle de la nature, évidemment, puisque la nature a repris ses droits.
Heu et ça parle de l'acceptation de ce qui a changé, de l'acceptation de ce qui est autre aussi. C'est vraiment très beau et à un moment aussi, il y a des réflexions sur ce qui était avant et effectivement, ils disent qu'avant, c'était pas non plus super génial. Mélissande vient d'une famille apparemment très riche, donc elle a une autre vision aussi. Voilà, au Moyen Âge, être issue d'une famille très riche, c'est quand même un gros avantage par rapport à ceux qui étaient pauvres, notamment pour les femmes, hein. On a le personnage d'éclaireuse qui arrive au tout début. Tout ce qu'elle dit sur sa vie d'avant, c'est qu'elle était tout le temps enfermée et qu'elle était à la merci des hommes. Donc on devine un petit peu ce qu'elle faisait, enfin ce qu'on l'obligeait à faire. Donc évidemment, pour elle, quelque part, oui, c'est compliqué, il y a eu beaucoup de morts, tout ça, mais quelque part, revenir à l'avant, il y a du mauvais aussi dans l'avant. Il y avait du bon, mais il y avait aussi du mauvais. Et qu'à un moment, il faut accepter le changement. Mais franchement, c'est un très très beau graphique. C'est toujours assez épuré dans le label Combo. Il n'y a pas énormément de décors, mais ça joue beaucoup avec les couleurs, je trouve. Selon les scènes, vous avez des tonalités très différentes. Et voilà. Et là, ce qui est particulier, c'est que ça a été fait, ça a été dessiné. Alors, ça a été écrit, mais aussi dessiné à quatre mains. C'est-à-dire que alors l'autrice Elodie Portela-Vidal faisait tout ce qui était chimère, tout ce qui avait été apporté comme changement par la comète. Et Quentin Rigaud, quant à lui, faisait... Non, c'est l'inverse. Je vous dis une bêtise. C'est marqué à la fin. Il y en a un qui s'occupait des traits humains et du monde d'avant. Et l'autre qui s'occupait de ce qu'avait changé la comète. Elodie a peint tout ce qui a été altéré par la comète, la flore et la faune, ainsi que les décors et les ambiances. Quentin a dessiné à la ligne les personnages et les structures humaines, objets et bâtiments. Donc on voit un petit peu, vous voyez, un peu la progression. Voilà, ça c'est l'illustratrice qui a commencé. Puis vous arrivez à la scène finale. Donc lui, alors c'est vrai que les traits sont assez marqués, hein, des personnages, ils ont des traits assez marqués. Ils ont des cicatrices parce que voilà, ils ont lutté et tout, mais c'est vraiment, c'est une pépite. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Il est vraiment très très beau cet album. C'est le label Combo commence bien son année. Là, petite pépite. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que voilà, je vais essayer de faire des vlogs un petit peu plus courts quand même. Et puis je vous reprendrai, je pense que je vais tout de suite démarrer un autre vlog avec mes réceptions d'aujourd'hui. Peut-être vous parler un petit peu aussi de mon reading journal. J'ai pris quelques photos, mais le problème c'est que mon trépied ne va pas, je ne peux pas prendre par au-dessus, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vais peut-être essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Et puis de reprendre un nouveau vlogmas. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires, des likes, à vous abonner, voilà, pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est vrai que ça a été cet hiver avec les vlogmas, voilà, il y a eu beaucoup de commentaires, c'était vraiment très sympa de pouvoir autant échanger. Et puis voilà, je vous en remercie encore du fond du cœur. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye!